Bon, bonjour tout le monde. Donc, on va continuer sur la série d'exercices. Donc, dans cet exercice 3, voici l'architecture proposée. Donc, vous avez l'accès Internet, vous avez des serveurs, serveurs web, proxy HTTP, serveur DNS, et vous avez dans un autre niveau des postes de travail. Vous avez aussi un firewall 2. Et vous avez le contrôleur de domaine, ainsi que le serveur de fichiers et un serveur de base de données, donc, qui font partie de ce réseau global. Et donc, naturellement, vous avez la partie haute qu'on appelle la zone démilitarisée, et vous avez la partie basse qui constitue les postes de travail, ainsi que le contrôleur de domaine, le SUBD, le service serveur de fichiers. Alors, l'objet de l'exercice, c'est de pouvoir vérifier cette configuration et avoir, je dirais, des explications concernant cette architecture. Et donc, on vous dit, compte tenu du mode de fonctionnement suggéré par le schéma, présentez les différentes zones de sécurité associées à l'architecture, de protection de réseau et leur niveau de sécurité respectif. Ensuite, on vous dit de commenter les rôles respectifs des serveurs DNS situés au niveau DMZ, d'administration et du contrôleur de domaine vis-à-vis des services DNS offerts globalement par un système d'information aux utilisateurs interne et externe. Ensuite, la question suivante, on a une architecture de protection faisant appel à deux équipements distincts. L'un tourné vers l'Internet, l'autre vers les systèmes de serveurs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, de firewall. Alors, qu'en pensez-vous de ce choix d'architecture en termes de protection et de configuration? La question suivante, quelles seront, à votre avis, les contraintes de fonctionnement respectives de chacun des équipements, en particulier d'un point de vue de flux réseau à traiter, donc la nature, le débit, etc. Donc, on met en évidence ces différentes, je dirais, configurations et fonctionnements des deux firewalls. Ensuite, la question suivante, la question dernière. Donc, on suppose que les deux firewalls sont de technologie identique et que le serveur d'administration et de gestion des traces est unique pour les deux. Commenter cet aspect vis-à-vis de l'administration et du positionnement de la DMZ d'administration. Et en dernier lieu, quel avantage et quel inconvénient pourrait-il y avoir au fait d'avoir deux firewalls de technologies différentes au lieu d'équipements similaires? Donc là, c'est plus un exercice qui permet d'analyser cette configuration et cette manière de faire pour dire quels sont globalement les avantages et les inconvénients de chaque situation. Et donc, on va commencer par la première. Donc, la première, donc, présenter les différentes zones de sécurité associées. Donc là, les différentes zones associées. Donc, on a une zone DMZ d'administration. Donc, je remets le schéma pour que ça soit un peu plus clair. Voici le schéma. Donc, c'est le mode d'organisation, comment on a pu organiser les différents schémas. Et donc, pour pouvoir répondre à la question, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête cette architecture.
Et donc là, vous voyez que vous avez les deux firewalls situés à deux endroits différents. Donc ici, ce firewall donc, qui fait office de front-end, c'est tout le flux Internet, il passe par lui et ça nous permettra de le filtrer par rapport à, je dirais, à cette zone démilitarisée. Donc, par rapport au serveur DNS, l'administration et les traces du firewall, ainsi que le serveur web et le proxy qui se trouve à ce niveau. Donc, vous avez ici un premier niveau de sécurité qui est offert par ce firewall. Et vous avez aussi là, par rapport à des serveurs particuliers qui sont le contrôleur de domaine, le serveur fichier SGBD. Donc, pour qu'un flux arrive ou une attaque arrive, donc il est obligé de passer par ce premier firewall, ensuite par ce deuxième firewall pour arriver ici. Et donc là, c'est pour notre architecture. Effectivement, on a séparé déjà deux zones. Donc, il y a un certain flux pour qu'il puisse passer, il est obligé de passer par deux firewalls. Et donc, ici, vous avez le serveur de gestion des firewalls qui stocke également les traces de ces équipements. Donc, on a un DNS, donc le DNS qui permet en général de résoudre les non-DNS au niveau de cette zone DNS. Automatiquement, ce DNS, en général, ça permet de résoudre les non-DNS, y compris vers l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'il est placé dans cette première zone. Et vous avez aussi votre serveur web qui contient le proxy HTTP, donc lui qui peut servir de relais entre le réseau Internet et le réseau interne, parce qu'en général, le serveur proxy, en général, qu'est-ce qu'il fait? Ça permet de masquer un peu les adresses internes, donc qui permettra de protéger un peu je dirais, les machines internes, parce que en général, les requêtes de ces machines internes, leur adresse n'est pas diffusée vers l'extérieur, c'est le proxy qui les gère. Donc lui, il prend la requête et donc il va la masquer avec son adresse et un numéro de séquence d'identification. Donc quand il reçoit la réponse, il sait vers quel poste il va la mettre. La deuxième zone, donc là, on a pris la première zone qui est la zone démilitarisée. Donc, au niveau inférieur, vous avez aussi une autre zone qui est, donc si vous avez remarqué, c'est le serveur de fichiers, le serveur de base de données, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a regroupé un peu les serveurs, nos serveurs, et on les a mis dans une zone de sécurité spécifique. Pourquoi? Parce que en les mettant dans cette zone, on les protège doublement. Donc, vous avez le premier firewall qui fait office et qui permet de protéger toute l'architecture, le réseau via de l'extérieur. Mais ensuite, même quand on passe par le firewall 1, donc le firewall 2, c'est lui qui devient le deuxième rempart qui est mis en place et qui permet de protéger nos serveurs qui se trouvent au niveau de notre configuration. Et donc ça, c'est pour expliquer un peu le schéma qui a été utilisé. Et donc, comment on a organisé les zones de sécurité. Donc, vous avez la zone démilitarisée protégée par le firewall 1 et vous avez au niveau interne vos serveurs qui sont protégés par le firewall 2. Donc, on vous dit ici dans cette question, c'est de donner des commentaires sur le DNS qui est situé en DMZ. Et le contrôleur de domaine qui se trouve dans la deuxième zone, donc vis-à-vis je dirais, des services DNS qui est proposé usuellement. Là, c'est une question beaucoup plus qui est liée au réseau. Donc, vous avez le DNS
qui est visible de l'extérieur et donc qui permet de résoudre beaucoup plus les adresses DNS qui se trouvent sur Internet. Par contre, le serveur DNS qui se situe au niveau plus bas, donc il va gérer effectivement, comme son nom l'indique, il gère les zones de nommage, donc résolution de nom, DNS. Mais le deuxième, il est beaucoup plus spécifique parce qu'il va gérer beaucoup plus les machines qui sont internes, c'est-à-dire au niveau du LAN, donc le réseau interne de la machine. Et donc, cette zone, elle n'est pas visible de l'extérieur d'Internet. Donc, là, ça veut dire qu'on risque d'avoir un problème. Pourquoi? Parce que ce deuxième, il se trouve à un niveau interne. Et donc, pour la résolution de problème, la résolution de nom DNS, il faudrait automatiquement qu'il communique avec le premier DNS qui se trouve dans la zone DNS, parce que sinon, il va y avoir une difficulté pour la résolution de ces noms. Car lui, il se trouve à un niveau interne, donc il ne communique pas avec l'extérieur, ce qui lui donnera des difficultés à pouvoir résoudre les noms DNS. Le problème qui se pose, c'est qu'au niveau des postes de travail, ils peuvent avoir des accès aux deux zones, c'est-à-dire la zone démilitarisée et la zone qui se trouve au niveau des serveurs. Et là, ça veut dire qu'il risque d'avoir des problèmes de nommage au niveau des machines se trouvant au niveau de ces deux zones différentes. Donc ça, c'était beaucoup plus une question théorique liée au réseau. Alors, point de vue sécurité, on vous dit qu'ici, on a une architecture faisant appel à deux équipements distincts. Donc, effectivement, vous avez un firewall qui est orienté vers Internet et vous avez un autre qui est orienté beaucoup plus vers les serveurs. Donc, on vous dit qu'est-ce que vous pensez de ce choix d'architecture en termes de protection et de configuration. Alors, en termes je dirais, de protection, c'est un plus. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en place deux mécanismes de protection. C'est-à-dire que vous avez deux lignes de défense. La première, c'est celle qui est frontale par rapport à Internet. La deuxième, c'est qui se trouve au niveau interne du LAN, qui permet encore de faire des filtrages internes. Donc, globalement, on peut dire que là, en plaçant deux lignes de défense, ce qui devient avec des règles de filtrage pour le premier et le deuxième, ça devient nettement plus intéressant. Et donc, ce qui permet d'obtenir un mécanisme de filtrage à deux niveaux, donc qui devient plus robuste que s'il y avait un seul niveau. Alors, le problème qui risque de se poser, c'est la configuration de ces deux firewalls. Donc, là, il faut effectivement qu'il y ait une configuration qui permet de filtrer tout le flux qui vient de l'extérieur et ensuite de s'intéresser particulièrement au flux qui est échangé au niveau interne. Et donc là, certainement, ça va poser un problème de configuration parce que l'analyse devrait être plus approfondie pour sélectionner le flux qui vient de l'extérieur et ensuite faire une deuxième sélection par rapport à ce flux qui rentre et qui peut être dispatché au niveau interne. Alors, le problème, c'est vous avez un flux qui est important, donc on peut avoir une sélection au niveau externe, mais là, il va falloir, je dirais, se fixer les idées pour savoir quelles sont toutes les applications qui sont mises en œuvre au niveau du LAN, au niveau des serveurs, pour savoir quel est le type de flux qui peut passer aussi bien par le firewall 1 et le firewall 2. Donc, automatiquement, au niveau du firewall 1, vous risquez d'avoir une panoplie, je dirais, d'attaques qui peuvent survenir de l'extérieur et qu'il va falloir, je dirais, gérer. Et
Bien entendu, quand les flux, s'ils arrivent à passer le premier firewall, donc quelle est l'attitude qu'il faut prendre pour essayer de filtrer au deuxième niveau. Donc, ce qui devient un peu plus complexe. Concernant cette technique, c'est vrai qu'on va obtenir deux niveaux de sécurité, ce qui est positif, mais pour la configuration, ça devient un peu plus complexe pour pouvoir configurer ces deux trucs en même temps et éviter, je dirais, de tout fermer à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on risque de bloquer les machines et de la même manière, pour tout ouvrir, ça posera aussi un problème de risque d'attaque. Donc ça, c'est pour la question liée à la sécurité au niveau de ce mécanisme. Alors, question suivante, quelles sont à votre avis les contraintes de fonctionnement respectives de chacun des équipements, en particulier d'un point de vue de flux, réseau à traiter, nature, débit, etc., mettant en évidence oui, c'est ce que j'avais dit concernant ce qu'on avait dit, au niveau de ce trafic. C'est vrai que le filtrage, naturellement, en mettant deux niveaux de filtrage, donc automatiquement, ça va avoir un impact parce que vous allez appliquer les règles de filtrage à deux niveaux, ce qui permet de ralentir un peu le flux et le traitement. Mais d'un point de vue sécurité, c'est vrai que vous avez deux vérifications qui peuvent éliminer beaucoup d'attaques. Alors ici, justement, ça c'est la question qui permet de compléter ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc si vous voyez le firewall interne, il est destiné beaucoup plus à une protection des serveurs vis-à-vis des utilisateurs internes. Donc si vous regardez l'architecture, vous avez d'un côté les serveurs, d'un autre côté, vous avez les postes de travail. Et donc là, théoriquement, cette deuxième ligne de défense, l'idée c'est quoi? Elle est beaucoup plus destinée pour protéger les serveurs contre les postes de travail. Parce qu'en général, au niveau sécurité, ce qui se passe, vous avez parfois des attaques. Ça, c'est une des techniques des attaques qui se pose comment? Alors, en général, ce qui est fait, vous pouvez avoir un poste malveillant qui va attaquer un poste interne. Donc, s'il arrive à attaquer le poste interne, ensuite, ce qu'il peut faire, il peut lancer une attaque interne à partir de ce poste interne. Et là, le risque qui se pose, c'est que si on a une attaque sur un poste interne, ce poste interne peut reproduire, je dirais, l'attaque pour attaquer un des serveurs. Et donc là, ça veut dire que le deuxième firewall, il doit s'assurer que d'éliminer toute intrusion qui se fait de l'extérieur vers un poste de travail, c'est-à-dire que ça se fait en deux temps. Dans le premier temps, l'intrus va essayer de viser le poste interne, un des postes internes. Une fois qu'il arrive à le maîtriser, par exemple, il peut placer, il peut placer, par exemple, un virus au niveau d'une machine LAN. Et ensuite, ce virus qui se trouve au niveau de la machine LAN peut à son tour attaquer un des serveurs qui se trouve à l'intérieur. Et donc, le deuxième firewall, donc un des objectifs pour lesquels il est dédié, c'est que ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une attaque, et ça veut dire qu'à un moment donné, si un des postes de travail LAN est attaqué, le deuxième firewall, donc lui, son rôle, c'est de pouvoir protéger justement les serveurs des attaques qui peuvent provenir d'un poste de travail. Donc là, pour dire comment les attaques peuvent provenir, automatiquement, on peut avoir ces attaques qui se font à plusieurs pas. C'est-à-dire qu'on attaque une machine et ensuite, à partir de cette machine, on peut attaquer une autre machine. Ça, c'est une technique qui existe au niveau des attaques. Et donc là, ce deuxième firewall,
Son intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir protéger justement les serveurs des attaques qui parviennent des postes de travail qui sont à l'intérieur. Alors, automatiquement, le problème qui va se poser, ça veut dire qu'on doit déjà gérer des règles de filtrage interne pour dire qui fait quoi, qui ne doit pas faire quoi, et en même temps avoir un œil pour éviter qu'il y ait des attaques qui proviennent de l'extérieur. Et bien entendu, on est obligé à un moment donné je dirais, de trouver un juste milieu entre les deux, parce que si on augmente les règles de filtrage, ce qui va se passer, vous allez avoir un phénomène de ralentissement qui se fait sur tous les postes de travail. Pourquoi? Parce que chaque flux peut être analysé par plusieurs règles, donc ce qui demandera un peu plus de temps. Et donc, dans cette stratégie, on voit que l'intérêt qui a été porté, il a été porté sur deux aspects. C'est de protéger l'architecture de l'extérieur grâce au firewall 1, mais aussi de protéger l'architecture par rapport à des attaques qui peuvent survenir de l'intérieur. Et c'est ce qui explique, je dirais, l'existence du deuxième firewall. Alors, naturellement, le problème qui se pose au niveau du débit, c'est qu'il va y avoir beaucoup de règles qui risquent d'être mises en place et qui vont ralentir effectivement le débit au niveau de notre réseau. Et donc là, ça veut dire que au niveau des règles, il faut faire l'analyse de toutes les règles et ensuite faire l'analyse du débit qui est induit par la suite à ces règles, parce que là, vous êtes obligé de faire un filtrage qui se fait à deux niveaux. Et donc, le filtrage à deux niveaux, ça veut dire que ça nécessite un temps d'exécution qui est quasiment multiplié par deux entre le premier et le deuxième firewall. Donc, on vous dit que si on suppose qu'on a deux firewalls sont de technologies identiques, que le service d'administration et de gestion de traces est unique pour les deux. Commenter cet aspect vis-à-vis de l'administration et du positionnement de la DMZ. Alors, je dirais que quand il y a les deux firewalls qui sont de même technologie, l'évidence est que la configuration devient plus simple. Pourquoi? Parce que vous avez la même technologie, et par la suite, vous pouvez mettre les règles d'une manière assez simple en concernant les deux, je dirais, firewalls. Donc, l'idée, c'est quoi? Pour permettre justement au niveau du serveur d'administration et gestion des traces, donc qui est unique, et donc automatiquement, il va falloir, ça veut dire le configurer pour les deux en même temps. Et il faudrait avoir, je dirais, cette connexion. Il faudrait que l'administration du firewall puisse être liée directement au firewall 2, donc ce qui permettra d'avoir une gestion assez souple, je dirais, au niveau de cette architecture. Là, dans ce cas, donc, ce qu'on a dans cette solution, c'est-à-dire que cette solution, au départ, parce que vous voyez que le DNS, dès le départ, il a été mis avec le premier firewall, et donc ça veut dire que on se retrouve avec le contrôleur, je dirais, qui existe au niveau de la deuxième zone. C'est qu'on a placé le premier, et ensuite, pour des règles de sécurité un peu plus au lieu, par la suite, on était amené à mettre, je dirais, un deuxième firewall au niveau de la deuxième zone. Donc, là, ce qui va nous poser problème, c'est ce qu'on a dit dans les questions précédentes, c'était cette histoire de DNS, pour la résolution de nom, parce que là, le serveur DNS, il se trouve dans la première zone démilitarisée, et or, ce deuxième firewall qui est arrivé probablement après le premier, donc il risque d'avoir un problème de résolution de nom,
Pourquoi? Parce que les postes de travail peuvent se connecter sur les deux zones en même temps. Et donc, il faudrait qu'il y ait une cohérence au niveau de la résolution des noms concernant ces deux DNS qui se trouvent à deux endroits différents. Alors, on vous dit maintenant, c'est l'inverse, quand vous avez deux technologies qui sont différentes pour les défendre. Donc, y a-t-il un inconvénient, il y a un avantage pour cette solution? Alors, le problème, c'est s'ils sont de nature, je dirais, identique, donc tu peux avoir un problème de sécurité, c'est-à-dire que si le firewall, le premier n'arrivait pas à coincer ou à filtrer un certain flux, donc automatiquement, s'il passe par le premier, il passera par le deuxième. Par contre, l'avantage, c'est quoi? C'est que dans la configuration, ça devient plus simple pour l'administrateur parce qu'il suffit de configurer le premier, c'est la même procédure pour la configuration du deuxième. Alors, par contre, c'est les deux firewalls, ça veut dire que on essaye de protéger à deux niveaux. Donc ça, c'est je dirais, l'avantage. Donc, par contre, si on a deux équipements qui sont différents, le problème est posé, ça veut dire que l'administrateur est obligé de maîtriser les deux technologies, donc les deux équipements. Et automatiquement, la difficulté par la suite pour pouvoir administrer ces deux firewalls, parce que ce sont des technologies qui sont différentes, donc point de vue configuration et usage, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et là, automatiquement, l'administrateur aura plus de boulot à faire. Pourquoi? Parce qu'il doit maîtriser les deux technologies qui sont complètement différentes et il ne faudrait pas qu'il y ait des contradictions entre les deux technologies qui sont utilisées. Et donc ça, c'était l'exercice pour parler beaucoup plus de l'architecture, de la configuration et par la suite de pouvoir, je dirais, discuter des différents choix qui ont été adoptés par rapport à cette architecture. Alors, dans l'exercice suivant, c'est beaucoup plus le filtrage classique qu'on connaît et de pouvoir l'appliquer sur un réseau. Alors, on vous dit ici, vous avez un réseau local, LAN, donc où on place un firewall entre les deux parties, c'est-à-dire LAN et Internet. Et vous avez ce firewall qui possède, je dirais, une entrée et une sortie, c'est-à-dire vous avez deux interfaces, donc l'interface d'entrée et l'interface de sortie, avec des inputs et des outputs de part et d'autre. Alors, vous avez les hotlines à l'intérieur du firewall ont des adresses décrites par l'expression régulière suivante. Ça veut dire ça vous donne votre réseau et les adresses des postes hôtes qui se trouvent au niveau de votre réseau. Donc, ils se trouvent sur le même segment, 240.155.16 étoiles, pour dire c'est toute la plage des adresses de votre réseau. Donc, vous avez la table de filtrage sur le port I1, puisque vous avez ici les ports d'entrée et de sortie. Donc, vous avez les interfaces d'un côté LAN et d'un côté Internet. Donc, on les a nommés ici pour distinguer le flux, etc., comment les choses se passent. Donc, vous avez, quand la source, c'est ça veut dire que vous avez le truc interne. Donc, ça vient ici, ça va sortir vers l'extérieur, puisque n'importe quel port, n'importe quelle destination, donc vers l'extérieur et n'importe quel port. Donc, je les accepte. Par contre, toutes les adresses, donc ici, quand je dis toutes les adresses, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a comme signification? J'attends une réponse de votre part. Donc ici, je mets étoile. Je vous rappelle que étoile, c'est quoi? C'est n'importe quelle adresse.
Donc, ici, quand je fais ça, ça veut dire que quel est le sens exact que je dois donner à étoile. Toutes les adresses IP de ce réseau. Non, c'est pas vrai. Bah, il suffit juste d'analyser. Et ce qu'on a fait en cours, vous avez la réponse. Parce que dans le cours, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que pour les filtrages, c'est automatiquement, on établit la liste de filtrage. Alors, et par la suite, quand on filtre, on commence par la première règle, ensuite la deuxième règle, et ainsi de suite. Donc, ici, dans cette table de filtrage, ça veut dire que je commence par ça. Donc, j'ai une adresse, elle filtre avec ça. Donc, c'est bon, je vais exécuter ça. Si par contre, j'ai une adresse qui ne filtre pas par ça, donc je vais passer à la règle suivante. Et donc, la règle suivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont toutes les adresses, mais qui ne correspondent à aucune des adresses ici, qui sont des adresses des hôtes de LAN. Par exemple, vous avez dans le LAN, vous pouvez avoir un hôte, des hôtes, plusieurs, comme vous pouvez avoir d'autres, par exemple, là, les hôtes, si ça je considère ça comme étant les postes de travail. Si j'ai un serveur qui est placé autrement que les hôtes, ça veut dire que ce serveur-là ne pourrait pas communiquer vers l'extérieur. Donc, c'est un peu ça, ce que ça veut dire la signification de cette étoile. Donc, la signification de cette étoile, ce sont toutes les adresses, mais qui ne correspondent pas à cette adresse. Parce que si ça correspondait à cette adresse, je vais appliquer cette règle et je ne vais pas continuer le reste. Donc, ça, c'est le principe lui-même du filtrage qui est utilisé. Par contre, pour le filtrage sur le port I2, ça veut dire que ce qui vient de l'extérieur, donc de l'Internet vers, puisque le firewall, il sépare ici, comme on le dit, le réseau local LAN et Internet. Et donc là, dans cette partie gauche, vous imaginez votre LAN. Là, dans cette partie droite, vous imaginez, c'est le réseau Internet. Et donc ici, j'ai des adresses bien déterminées. Ça veut dire que là, j'ai filtré des adresses bien déterminées sur ce qui veut dire que vous avez un serveur web qui se trouve de l'extérieur. Et là, ça veut dire que ce serveur ne pourrait jamais communiquer avec mes machines qui sont internes, puisque ça reflète les machines internes. Et par contre, ici, si j'ai ici étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, j'ai sélectionné un certain nombre de serveurs web que j'élimine. Donc là, par rapport au port 80, ça veut dire que c'est un serveur web. Et là, j'ai sélectionné une partie du serveur web que je veux éliminer. Ça veut dire qu'ils ne pourront jamais communiquer avec mes machines internes. Par contre, ici, quand je mets étoile, ça veut dire que là, c'est d'autres serveurs web qui ne correspondent pas à cela et qui puissent communiquer avec mes machines ici. Alors, de la même manière, j'ai d'autres machines qui ne correspondent pas à ça, qui ne correspondent pas à ces serveurs web, qui sont capables de, communiquer avec une machine particulière. Ici, regardez, au lieu de l'étoile, c'est 3. Ça veut dire que j'ai ciblé une machine particulière et qui peut communiquer via le poste 25. Et le reste, ça veut dire que toutes les autres communications au flux, ça va être refusé d'une manière implicite, puisque ça ne vérifie aucune des précédentes. Donc, le dernier, c'est le refus implicite. Donc, ça, c'est pour
je dirais, la configuration de ce firewall avec les règles. Donc, ces règles-là qui permettent de montrer les règles de filtrage s'il y a un flux qui sort du LAN vers l'extérieur ou là, ou bien c'est un flux qui vient de Internet et qui va vers le réseau local. Alors, j'arrête la session puisqu'elle s'arrête dans moins de 2 minutes. Donc, c'était là l'architecture qui a été présentée, donc avec le firewall et les règles de filtrage, donc qui ciblent un certain nombre de flux, donc qui est autorisé, et un certain flux qui n'est pas autorisé. Alors, la question va être la suivante. Donc, vous avez les tables de filtrage pour O1 et O2 qui acceptent tout le trafic. C'est-à-dire que là, pour l'interface de, je dirais, qui est liée à O1 et O2, donc vous avez vu le O1 et le O2, c'est quoi? C'est le O1, c'est par rapport au flux qui rentre vers, je dirais, le LAN, et O2, c'est le flux qui va sortir vers Internet. Alors, on vous dit pour chacune des descriptions des paquets suivantes, arrivons au port I2. Donc là, il faut avoir en tête le port I2. Donc, dans ce port I2, vous avez indiqué dans la table de filtrage I2 qui sera utilisée pour déterminer si le paquet est bloqué ou autorisé. Chaque réponse doit être un seul numéro, c'est-à-dire 1, 2, 3 ou 4. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on avait délivré, donné comme règle, donc vous allez utiliser, parce que dans l'interface, si vous remarquez, en liaison implicite qui existe entre les deux, je dirais, les deux interfaces. Donc, je remets juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire, c'est de mettre voici. Donc, ce que vous avez, nous, on a décrit I1 et on a décrit I2 grâce à ces tables-là. Donc là, au niveau de O2, par exemple, vous savez très bien que O2, il est en relation avec I2. Pourquoi? Parce que ce flux-là, s'il est autorisé à rentrer, automatiquement, il va être accueilli par O2. Donc, s'il n'est pas autorisé, il ne passera jamais. Et donc là, ça veut dire que ici, comme vous voyez, par rapport à O2, il est régi implicitement par I2. Donc, I2, le voilà. Ça veut dire que là, on va analyser des flux et vous allez dire est-ce que le flux passe ou passe pas. Donc, il est conditionné par l'arrivée qui est I2. Or, l'arrivée qui est I2, vous avez ces 4 règles, 1, 2, 3 et 4. Donc, à retenir ça. Donc, pour pouvoir faire, je dirais, le traitement de la question. Donc, là, pour l'avoir en tête, prenez note de ça, donc des 4 règles. Ça vous donne le préalable. Et ensuite, par rapport à I2, ça veut dire qu'on doit analyser le flux par rapport à ça. Et ensuite, on va dire quelle est la règle qui a été appliquée pour permettre justement à I2 de pouvoir laisser passer ou ne pas laisser passer ce flux. Alors, voici la table pour chacune des descriptions des paquets suivants arrivant pour I2. Et parfait, indiquer la ligne de la table I2 qui sera utilisée pour déterminer si le paquet est bloqué ou autorisé. Alors, vous avez ce paquet-là. Donc, vous avez l'adresse source, vous avez le port, vous avez la destination et vous avez le port de destination. Alors, la réponse ici, quelle est la règle que je vais appliquer et qui se trouve au niveau de la table I2.
d'une manière aussi similaire par rapport à celle-là, 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 etc. Donc, la première, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est la règle qui est applicable? Donc, essayez de répondre. Ensuite, je vous donnerai la réponse. Ça vous permettra à tous de pouvoir comparer votre solution par rapport à la solution que je vais donner tout à l'heure. Donc, j'avais dit que vous prenez ça. Et celle-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez ces informations-là, vous allez les calquer par rapport aux règles qui se trouvent dans I2, et ça vous permettra de déduire quelle est la règle qui va être applicable. Donc, essayez de répondre à toutes les règles. Il y en a 4, pas plus, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous donnez les réponses par rapport à la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et donc, chaque fois, l'idée, c'est quoi? C'est de filtrer ces données-là par rapport aux règles qui existent dans I2. Et donc, automatiquement, ça vous permettra de dire ça correspond à quelle règle particulière. Et donc, allez-y, essayez de pouvoir répondre rapidement, parce que c'est pas quelque chose qui est très difficile, très délicat. Vous êtes en train de faire un matching, un filtrage qui se trouve justement par rapport à toutes les règles qui sont citées, elles sont membres de 4. Alors voici la réponse. Donc, ce que vous avez la première qui obéit à la règle 4. Donc, si je reprends les éléments, donc par rapport à l'adresse, ça ne correspond à aucun de ces éléments ici. Et donc là, c'est quasiment la règle 4. Celle-là, parce qu'elle ne correspond à aucun élément qui est décrit. Donc, par contre, cette deuxième règle ici, qui est 128.7, 244, 129, 80, par rapport à cette machine et le port, quelle est la réponse? C'est la réponse 2. Donc, effectivement, celle qui correspond effectivement au filtre qui a été donné justement par le I2. Et celle-là, par contre, vous avez la règle de cette adresse avec le port 25 et qui accède à cette machine destination. Donc, automatiquement, celle-là, elle ne correspond à aucun filtre, et donc automatiquement, c'est la 4 qui est utilisée. Et en dernier lieu, c'est vous avez cette règle-là qui, à partir d'une machine, va justement utiliser la machine particulière avec le port 25, c'est celle-là, c'est plutôt celle-là, donc qui permet d'utiliser justement ce port de communication. Alors, dernière question, y a-t-il avantage à configurer le filtrage sur le port I1 comme ci-dessus? Justifiez votre réponse. La justification est la suivante, c'est ce filtrage empêche toutes les machines de l'intérieur du LAN d'usurper son adresse à la sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas avoir un IP spoofing d'une machine, donc pour qu'elle puisse être utilisée en dehors de ce LAN. Et donc là, ça veut dire que, y compris dans le port de sortie, donc ça fait cette double vérification et donc qui permet d'empêcher une usurpation de l'adresse à la sortie. C'est-à-dire qu'à la sortie, on fait cette vérification et donc il faudrait avoir les adresses qui sont permises pour qu'elles puissent être lancées
ça, c'est par rapport à l'exercice tout à l'heure, c'est ce que j'avais dit, c'est qu'à un moment donné, tu peux avoir des attaques qui sont faites en plusieurs étapes. C'est-à-dire que vous avez une attaque de l'extérieur vers une machine du LAN, et ensuite, à partir d'une machine du LAN, il va y avoir une autre attaque qui va se dérouler justement à l'extérieur de ce LAN. Et donc là, le fait de faire ça, ça veut dire qu'on contrôle effectivement le flux qui sort de l'intérieur, et pour que ça se fait justement une vérification et qui permet effectivement d'éviter qu'il y ait des attaques qui puissent se dérouler et dont la source, elle est a priori à l'extérieur, mais à l'intérieur par la suite, je peux avoir, ça c'est le nouveau mode d'attaque qui existe, ce qu'on appelle les attaques distribuées. Donc on attaque une cible et à partir de cette cible, on va faire une autre attaque vers l'extérieur. Et donc ça, avec cette configuration, ça permettra de forcer la vérification de flux au niveau de l'interface d'entrée et l'interface de sortie pour s'assurer que c'est toujours la même machine avec l'adresse et qu'elle ne peut pas, à un moment donné, si le flux est interdit, il ne pourra jamais usurper. Alors, ça, c'est ce qui termine cette série de TD qui était prévue pour le filtrage. Alors, point de vue programme, c'est qu'on a terminé le programme, donc y compris la série de TD. Donc, ce que j'ai prévu pour demain, c'est de faire une séance de révision. Je pourrais à la limite présenter l'examen de l'année dernière ou d'avant pour avoir une idée sur l'examen. Et par la suite, donc, vous êtes libéré de ce module. Ça vous permettra de pouvoir réviser d'une part, et ça vous permettra aussi de préparer l'examen qui va se dérouler, puisque les dates m'ont été communiquées, c'est les examens de L3, ça va être le 7, 8 et 9 juin. Et donc là, ça vous donnera l'opportunité de pouvoir je dirais, vous préparer pour l'examen d'une part et de pouvoir booster un peu le PFE parce que vous êtes amené à rédiger le PFE et terminer le PFE. Donc, ce qui vous donnera une opportunité pour le faire. Donc, à demain, Inch'Allah, on essaiera de faire le corrigé de l'examen